La parole est à Monsieur Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine. Monsieur Lecoq, vous avez la parole pour 10 minutes. Bonsoir, monsieur. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Lecoq pardon, Madame la Présidente, Monsieur Lecoq, je vous Madame en la prie. Ministre, mes chers collègues, pour nous, le destin de l'Europe, notre destin, n'est pas une affaire de symboles, mais de contenu. Le problème n'est pas tant de savoir où planter un drapeau, mais qu'est-ce qu'il dit, ce qu'il représente. Quel sens symbolique et politique revêt-il pour les peuples européens? Nous croyons dans la force des symboles dès lors que ceux-ci portent une réalité commune, comme c'est le cas pour notre hymne, la Marseillaise, notre effigie, Marianne, notre devise, liberté, égalité, fraternité, qui nous rappelle constamment que sans égalité ni fraternité, il n'y a pas de liberté généralisée. Ces symboles auxquels on peut ajouter le drapeau tricolore placent notre régime républicain dans le sillon de la Révolution de 1789. Nous, députés communistes, assumons pleinement cet héritage politique et nous sommes fiers de ces symboles qui sont la métaphore de notre identité commune dans la ligne des idéaux révolutionnaires et de notre projet politique fondé sur la République et la démocratie. L'identité et le projet politique, voilà ce que les symboles sous-tendent. Et voilà le véritable débat qui s'ouvre. Nous nous sentons européens et nous n'avons pas de leçons d'Europe à recevoir, surtout lorsqu'elle a la faiblesse de vouloir s'enseigner à partir d'un drapeau. Nous sommes les enfants d'une famille politique qui s'est opposée aux 2 guerres mondiales et qui ont saigné à blanc les peuples et les nations du continent pendant que les barons de l'argent ont prospéré. Nous sommes d'une famille qui a cessé de construire des ponts entre les cultures, qui n'a cessé de construire des ponts entre les cultures, les savoirs, les peuples et les nations. Une famille qui considère qu'en raison de son histoire, de sa culture, de ses valeurs, mais aussi de l'intérêt de ses populations, l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Nous sommes d'une famille qui considère que l'idée d'Europe doit et devra perdurer, mais pas sous le joug des intérêts privés. Le problème de l'Europe porte donc bien sur son projet politique. Pour emprunter cette formule à un célèbre dialogue prémonitoire d'Audiard, déclamé ici même à cette tribune, je cite: « Je ne vous demanderai pas d'oublier ce que vous êtes, en repoussant cette Europe des maîtres des forges et des compagnies pétrolières. Cette Europe de la fortune contre celle du travail, de l'industrie lourde contre celle de la paix. Je me contenterai de vous exposer en quoi le cap que vous suivez se situe à contre-courant des intérêts des populations. » Vous avez reconnu le texte de Jean Gabin, le président. Des siècles d'une histoire mouvementée, souvent dramatique, quelquefois exaltante, a forgé des nations à partir de la volonté des peuples présents sur ce même continent. Tous se sont sentis européens et tous ont exprimé une pensée européenne. Pourtant, et malgré de nombreuses tentatives funestes, ce ne sont ni les rois, ni les empereurs qui sont parvenus à jeter les bases d'une Europe politique. Ce sont les peuples. L'Europe est démocratique. Tous ces États sont démocratiques parce que ces nations ont conquis la démocratie. Le drapeau de l'Union symbolise donc à la fois l'identité européenne que nous embrassons et son projet politique, c'est-à-dire celui d'une Europe néolibérale et technocratique qui s'apparente plus à une union des marchés européens qu'à celle des peuples. Cette Europe des marchés, nous la rejetons. C'est une Europe dont les peuples se sont détachés parce qu'elle s'est détachée d'eux. Pourtant, que l'idée d'Europe est belle, cette position, notre position, elle s'est déjà exprimée avec force lors du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Un texte qui consacrait ces fameux symboles de l'Union européenne en leur donnant un sens que le peuple français a rejeté. En votant non, à près de 55%, les Français sont allés contre les intérêts de quelques-uns. Il a donc fallu rétablir les choses et c'est le couple Merkel-Sarkozy qui a repris les principes et règles de la Constitution européenne pour l'insérer dans le traité de Lisbonne, aujourd'hui en vigueur. À la suite de la crise de 2008, où l'Union européenne a laissé les peuples exsangues financièrement, les Européens ont insisté à la crucifixion du peuple grec pour lui apprendre à défier l'Europe. Mais tout le monde n'est pas perdant dans cette affaire. La Banque centrale européenne a empoché cette année 7,8 milliards d'euros grâce aux bons du Trésor grec qu'elle détient depuis 2012.
car nous restons convaincus que ce n'est pas en buvant la potion néolibérale jusqu'à la lie que nous sauverons l'Union, et encore moins que nous serons sauvés du péril nationaliste et xénophobe qui peut s'exprimer ici et là. Il est hors de question de repenser la construction européenne sur l'apport de l'autre. Le nationalisme est une impasse mortifère pour les peuples européens et se fait toujours le brutal allié du capitalisme décomplexé dès qu'il arrive au pouvoir. Aujourd'hui, les peuples d'Europe attendent des actes de solidarité. Au regard des difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés, si l'Union d'aujourd'hui avait une devise, elle serait austérité, compétitivité, précarité. Suggérons-lui protection, paix, justice et solidarité. Car l'Europe ne pourra se faire sans passer par l'humain d'abord. Nous, communistes, nous croyons dans une refondation de l'Europe qui serait consacrée par un véritable traité social européen, porteur des valeurs de justice, de liberté, d'égalité, sur lesquelles reposeraient des normes protectrices pour les travailleurs, les jeunes, les plus âgés, les handicapés et la planète. Les solutions, nous les portons depuis longtemps. Premièrement, il s'agit de détruire ce dogme néolibéral qu'est le traité sur la stabilité, comme nous l'avions proposé en déposant conjointement avec Die Linke au Bundestag une proposition de résolution européenne dès 2011. Les règles d'or des 3% de déficit et de limiter la dette publique par État à 60% du PIB musellent toute politique de relance progressive et musellent tout espoir pour les peuples de reprendre la part de leur richesse. La lutte contre l'évasion fiscale constituera la clé de voûte de ce projet, puisqu'elle permettra aux États européens de retrouver une certaine vigueur financière. Près de 1 000 milliards d'euros évaporés par an en Europe. Qu'elle soit légale ou illégale, c'est un fléau. Commenter, laisser filer tout cet argent avec autant de flegme que ne le fait M. Juncker. Un traité européen ambitieux permettrait à la Banque centrale européenne de renégocier les dettes souveraines et de relancer l'investissement. Le quatrième acte pour une nouvelle Europe serait de mettre fin aux traités commerciaux négociés dans le plus grand secret, comme le CETA, et qui sacrifient les peuples et la planète sur l'autel du profit des multinationales. Même la commission sur le CETA, mis en place par le gouvernement, n'a pas pu faire autrement que de critiquer cet accord dont les retombées économiques seront dérisoires, à tel point qu'il aura fallu un plan d'action du gouvernement pour le mettre en œuvre. Si nous ne laissons pas le peuple français s'exprimer sur cette question, il sera alors de notre responsabilité de rejeter cet accord. La directive sur les travailleurs détachés devra aussi être revue de fond en comble pour que ne soit plus l'instrument du dumping social favori des entreprises européennes. J'étais parmi les premiers à le dire, ici même, à cette tribune, dès 2009. Une fois ces traités détricotés, le chantier suivant consistera à créer ensemble une harmonisation par le haut des conditions de travail des salariés et une protection sociale et environnementale de la plus haute exigence pour tous. Inspirons-nous des joyaux français pour donner du souffle à ce projet. La retraite par répartition, la sécurité sociale, l'expression des cultures et leur respect. L'Union européenne ne peut-elle pas, avec des normes progressistes, imposer par son marché intérieur ses valeurs aux multinationales? Enfin, pour pérenniser le projet européen, c'est sa place sur la scène internationale et diplomatique qu'il faudra raffermir. Cela fait trop longtemps que l'Union européenne est invisible et faible sur cette question. L'Union n'est pas au service de la paix. Elle reste bloquée dans les interminables tergiversations franco-allemandes. La gestion de la crise des migrants en est le terrible exemple, en les rejetant en Méditerranée et en Libye, où ils sont parfois vendus en esclaves et très souvent maltraités. L'Union européenne a montré son visage inhumain, dont personne ne peut être fier ici. L'Union européenne doit aussi être à la pointe de la lutte contre les inégalités internationales. Pour cela, elle devra être le plus puissant allié de l'ONU et en respectant chaque résolution, à commencer par la pleine reconnaissance de l'État palestinien, le référendum au Sahara occidental et les résolutions sur les Comores. Quand les uns disent « Europe de la défense », je veux leur répondre « Europe de la diplomatie, Europe de la paix ». Nous, députés communistes, nous nous engageons à répondre à cette volonté populaire parce que nous préférons plutôt convaincre qu'imposer l'Europe aussi néfaste.
C'est pourquoi nous voterons contre cette proposition de résolution, faite par calcul politicien. Que pour les peuples et les citoyens d'Europe, l'hymne à la joie devienne véritablement l'hymne de la joie dans la construction européenne, et dès lors, le drapeau de l'Union pourra flotter avec fierté aux côtés du drapeau français. Merci. Merci, monsieur le député.